Je m'appelle Smith et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je ne dise un mot de plus. Ce que je suis sur le point de vous raconter n'est pas un récit misérabiliste. Je ne suis pas ici pour votre pitié. Je suis ici parce que ce qui m'est arrivé à 13 ans est le genre de choses qui aurait détruit la plupart des gens. Et je l'ai vu presque me détruire. Puis je l'ai vu me bâtir en quelque chose que personne dans ma famille n'avait vu venir. Ni ma mère, ni mon père, ni mes deux frères qui pensaient que j'étais invisible, et certainement pas l'avocat assis au bout de cette table en acajou 15 ans plus tard. Quand le testament fut lu et que la pièce devint si silencieuse qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation comme un verdict. Mais avant d'arriver à cette pièce, avant d'arriver au moment qui a tout changé, je dois vous ramener à une nuit de décembre qui sentait le béton froid et un burrito au micro-ondes qui n'a jamais été fini. Laissez-moi vous peindre le tableau exactement tel qu'il était. La maison était grande. C'est la première chose que les gens supposaient toujours signifier que nous allions bien. La maison était grande. Les voitures étaient neuves. Les photos de famille sur le mur ressemblaient à des pages de catalogue. 2 parents souriants, 3 garçons et des polos assortis. Une pelouse tondue par quelqu'un d'autre. De l'extérieur, la famille Miller, ma famille, ressemblait au genre de foyer où rien ne pouvait aller sérieusement de travers. Où les plus gros problèmes étaient quelle destination de vacances choisir ou si la rénovation de l'aile serait terminée avant Noël. C'est exactement le genre de mensonge qu'une maison peut raconter. À l'intérieur, j'avais 13 ans et je me tenais dans une cuisine où mon souffle formait de petits nuages blancs devant mon visage parce que le système de chauffage était en panne depuis 4 jours et que mes parents avaient dit qu'ils appelleraient quelqu'un après les vacances. J'étais là, fixant une dinde congelée de 9 kg posée sur le comptoir comme un monument à tout ce qui était sur le point d'arriver. Elle était solide, dure comme de la glace, transpirant légèrement dans l'air froid, ce qui vous indique à quel point il faisait réellement froid dans cette cuisine cette nuit-là. Mon téléphone était sur le comptoir à côté de moi. Pas parce que j'attendais un appel. J'avais cessé d'attendre des appels il y a longtemps. Il était simplement là, face visible. Comme on laisse son téléphone quand on est seul dans une pièce et qu'il n'y a personne à qui envoyer un message et nulle part où aller. Il s'est allumé. Une notification, un chat de groupe, nouveau nom de groupe, bonheur des fêtes. Je me souviens du nom. Je me souviens de chaque détail de ce moment. La façon dont on se souvient des moments qui réorganisent quelque chose de fondamental dans notre compréhension du monde. Bonheur des fêtes. Comme si quelqu'un l'avait tapé avec un sourire sur le visage. La première chose qui s'est chargée était une photo. Ma mère, Carole, tenant une coupe de champagne dans ce qui était très clairement la cabine de première classe d'un avion. Elle rayonnait. Je veux dire, vraiment rayonnait. Le genre de sourire qui prend tout le visage et fait plisser les yeux. À côté d'elle, mon père Gérald dans une chemise en lin, détendue et décontractée d'une manière que je ne l'avais presque jamais vue à la maison. Et en arrière-plan, mes frères Derek et Marcus, portant déjà ses lunettes de soleil de touristes surdimensionnées, trinquant des verres en plastique, 17 et 15 ans respectivement, et absolument ravis d'être exactement où qu'ils aillent. La légende sous la photo disait, enfin, un peu de paix. Puis le message texte a suivi, Sparat. Envoyé directement à moi. Simple et efficace. Maintenant, on se voit dans 10 jours. L'alarme de la maison est activée. Ne nous attendez pas. Je me suis tenu dans la cuisine froide et j'ai lu ce message 3 fois. Simple et efficace. Ma mère avait décrit laisser son fils de 13 ans seul dans une maison en panne avec une dinde congelée et sans chauffage comme simple et efficace. Comme si elle avait optimisé un problème de logistique, comme si j'étais une variable qu'elle avait résolue. L'alarme de la maison est activée, Pav nous t'aimons, Smith. Pav il y a de la nourriture dans le frigo. Voici le numéro d'un voisin. Appelle-nous si tu as besoin de quelque chose. L'alarme de la maison est activée. Ce qui signifiait qu'elle était plus inquiète pour les objets de la maison que pour l'enfant qui s'y tenait. Ne nous attendez pas. Je n'ai pas pleuré. Je veux être très clair à ce sujet car les gens supposent toujours que la réponse naturelle à un moment pareil est les larmes. Et peut-être que pour certains enfants de 13 ans, cela aurait été le cas. Mais j'avais été élevé dans un foyer où montrer ses émotions était traité comme un défaut de conception. Où la vulnérabilité était la chose qui était utilisée contre vous plus tard et où j'avais appris très tôt, probablement vers 9 ou 10 ans, que l'endroit le plus sûr pour mes sentiments était quelque part où personne ne pouvait les trouver. Alors je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu.
Je n'ai pas composé le numéro. Je suis resté là, dans le froid, mon souffle formant de petits nuages, regardant la dinde congelée et comprenant quelque chose avec une clarté qui semblait plus vieille que moi. La famille dans cette maison était un mot qu'ils utilisaient quand cela les arrangeait. Et en ce moment, je n'étais pas pratique. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Le premier problème pratique était la nourriture. Je ne pouvais pas cuire la dinde. J'avais 13 ans. Je n'avais jamais cuit une dinde. Je ne savais même pas combien de temps il fallait pour décongeler un oiseau de 9 kg, sans parler de comment le cuisiner. Je suis allé au congélateur et j'ai trouvé un burrito couvert de givre quelque part à l'arrière, derrière les blocs de glace et un sac de petits pois surgelés. Il était vieux. L'emballage était recouvert de cristaux de glace, ce qui signifiait qu'il était là depuis assez longtemps pour que le cycle de givre le revendique complètement. Mais c'était des calories. C'était quelque chose. Je l'ai mis au micro-ondes et j'ai appuyé sur le bouton. Le micro-ondes a ronronné, puis avec un seul claquement sec qui a résonné dans la maison vide comme un coup de feu, le ronronnement s'est éteint. Le petit écran jaune est devenu noir. Le réfrigérateur, qui avait tourné son moteur bas et constant en arrière-plan, a frissonné et s'est arrêté. Toutes les lumières de la cuisine se sont éteintes d'un coup. Obscurité absolue. Le genre d'obscurité qui est un poids. Le genre qui presse contre vos yeux et vous rend soudainement et intensément conscient de la grandeur de l'espace autour de vous et à quel point vous êtes seul à l'intérieur. Le froid qui s'était insinué des bords de la pièce s'est précipité dans le silence et a revendiqué son centre. Je suis resté complètement immobile. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. C'est quelque chose que je comprendrai bien plus tard. Avec le recul, même à 13 ans, j'avais déjà été entraîné par mes circonstances à réprimer la panique et à passer immédiatement au calcul. Mon cerveau, au lieu de se noyer dans la peur, a commencé à exécuter une simple liste de survie avec l'efficacité plate de quelque chose qui avait fait cela toute sa vie sans jamais qu'on lui dise que c'était ce qu'il faisait. J'ai un manteau. J'ai des couvertures à l'étage. Je peux rester dans une pièce. Je peux survivre à la nuit. Ce n'est pas une pensée saine pour un enfant de 13 ans d'avoir cela comme réponse principale à une panne de courant. C'est la pensée de quelqu'un qui a été seul tant de fois que la survie est devenue son réglage par défaut au lieu d'une réponse à une crise. J'étais sur le point de monter quand les lumières ont balayé la fenêtre de la cuisine. 2 faisceaux blancs de haute intensité. Non pas la lueur chaude de la lumière d'un Porsche de voisin, mais les faisceaux froids et précis de phares haut de gamme ont traversé la fenêtre sombre et ont balayé lentement la cuisine comme des projecteurs de recherche. Une voiture entrait dans l'allée. Une grosse. Je pouvais entendre le moteur depuis l'intérieur de la maison. Un grondement bas et contrôlé qui ne s'accélérait pas et ne tournait pas au ralenti avec anxiété. Il était juste là. Quelque chose en moi, cette partie pathétique et enfantine de mes 13 ans que je pensais avoir déjà réussi à enterrer, a été secouée par l'espoir. Une poussée stupide et irrationnelle. Peut-être qu'ils ont fait demi-tour. Peut-être qu'ils ont réalisé. Peut-être qu'ils sont revenus. J'ai couru à la fenêtre. Ce n'était pas la berline de mes parents. C'était un énorme SUV noir mat. Le genre de véhicule qui appartient à une personne qui a pris une décision spécifique sur le type de personne qu'elle voulait que le monde voie quand elle arrivait quelque part. Il tournait au ralenti dans l'allée avec l'immobilité absolue de quelque chose de complètement en contrôle de soi. La porte du conducteur s'est ouverte. Un homme en est sorti. Grand, lourd manteau de laine qui semblait avoir été coupé spécifiquement pour sa stature. Il n'a pas regardé la maison avec la moindre hésitation. Il n'a pas vérifié d'adresse sur son téléphone. Il a marché directement jusqu'à la porte d'entrée avec le pas régulier et délibéré d'un homme qui avait déjà décidé ce qui allait se passer avant d'arriver. La sonnette aurait sonné, mais il n'y avait pas de courant. Au lieu de cela, on a frappé. Lourdement, mesuré, 3 fois, et cela a résonné dans le foyer sombre comme s'il possédait l'endroit. J'ai ouvert la porte. Je savais qui il était, même si je ne l'avais vu qu'en marge de la vie de famille. En arrière-plan de vieilles photographies, dans les conversations chuchotées qui avaient lieu lorsque les adultes pensaient que les enfants n'écoutaient pas, quand j'entendais mon père prononcer des mots comme dangereux et sans âme, et nous ne parlons plus de Robert. Dans la seule photo encadrée qui avait vécu dans le couloir de la maison de mes grands-parents avant leur mort, où une version plus jeune de cet homme se tenait avec mon père à ce qui ressemblait à une remise de diplôme, et aucun d'eux ne souriait. Oncle Robert, le frère aîné de mon père,
celui qui avait été effacé de la mythologie familiale avec la précision de quelqu'un qui savait exactement combien de pouvoir un nom pouvait porter et avait décidé de le retirer complètement de la table. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas offert de câlin ni demandé comment j'allais ni fait le genre de bruit que les adultes font lorsqu'ils arrivent dans une situation gênante et ont besoin de remplir l'air avec quelque chose qui ressemble à de la chaleur. Il m'a regardé comme un ingénieur structurel regarde un bâtiment qu'il a été appelé à évaluer. Il a observé ma silhouette tremblante, la maison sombre, le souffle visible dans l'air entre nous. Puis il a regardé au-delà de moi dans le vide noir du couloir derrière moi. Ils ont activé l'alarme de sécurité, dit-il. Sa voix était comme du gravier sur une route froide. Pas dure, pas douce, juste complètement factuelle, mais ils n'ont pas configuré le prélèvement automatique pour la facture d'électricité. Il est entré, non pas grossièrement, mais sans attendre la permission non plus. Il a retiré un gant de cuir de sa main droite et a vérifié sa montre avec la même énergie que quelqu'un utilise pour confirmer lors d'une réunion. « Oncle Robert » ai-je dit. Ma voix est sortie en un murmure. Je n'avais pas prévu cela. Quelque chose dans le silence de la maison et le poids du moment avait compressé ma voix en quelque chose de très petit. Il m'a regardé. Ses yeux étaient d'un gris pâle et froid, ni chaud, ni méchant, mais analytique. Il calculait quelque chose. J'apprendrai plus tard que Robert Miller calculait toujours quelque chose. Que son cerveau fonctionnait sur une fréquence à laquelle la plupart des gens n'avaient pas accès, où chaque variable était déjà traitée avant que la conversation ne commence officiellement. « Fais tes bagages, Smith, dit-il. Ce n'était pas une requête. L'essentiel seulement. Tu ne restes pas dans un musée. Où allons-nous, ai-je demandé. Loin d'ici. Je suis monté à l'étage. Je n'ai pas fait mes bagages lentement ou sentimentalement. Je n'ai pas ramassé la photo de famille encadrée sur ma table de chevet. Celle de nous 5 à Yellowstone l'été de mes 10 ans. Tout le monde souriant. Les dernières vacances auxquelles j'avais été inclus. Je n'ai pas pris l'ours en peluche qui vivait sur l'étagère supérieure de ma bibliothèque depuis mes 4 ans. J'ai emballé des vêtements, mes livres d'école, mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, les $20 que j'avais dans le tiroir de mon bureau. Quelques minutes. J'étais de retour en bas en 4 minutes. Robert était dans la cuisine, regardant la dinde congelée de 9 kg toujours posée sur le comptoir, inutile, solide et absurde dans l'obscurité. Il la regarda un long moment comme quelqu'un regarde une preuve. « Laisse-la, dit-il. Quelle pourrisse. Ça leur va bien. » Nous sommes sortis. Je suis monté dans le siège passager du SUV. L'intérieur était chaud, vraiment profondément chaud, et il sentait le cuir, l'air conditionné et quelque chose de légèrement cèdre. J'ai bouclé ma ceinture. Robert a démarré le moteur. Nous sommes sortis de l'allée. J'ai regardé ma maison d'enfance disparaître dans le rétroviseur, engloutie par l'obscurité. Je ne le savais pas encore. Je n'avais pas de cadre pour cela à 13 ans. Mais quelque chose a basculé en moi dans cette allée. Quelque chose qui avait été plié dans une direction toute ma vie, silencieusement, sans annonce, a changé son orientation. Je quittais le monde des rejetés. J'entrais dans le monde des architectes. Je ne savais juste pas encore ce que cela signifiait. La maison de Robert Miller n'était pas un foyer au sens où la plupart des gens utilisent ce mot. C'était une structure brutaliste de béton brut et de verre construite au bord d'une falaise côtière. Et quand vous la voyez pour la première fois, ce qui fut mon cas, arrivant juste avant 2 heures du matin, l'océan invisible mais audible en contrebas, votre instinct n'était pas de vous sentir accueilli. Votre instinct était de vous sentir évalué. Le bâtiment semblait décider s'il allait vous laisser entrer. Des plans de béton plat, des panneaux de verre du sol au plafond qui reflétaient le ciel. Pas un seul coin doux, pas d'ornement décoratif, aucun élément architectural qui existait purement pour être joli. Tout avait une raison. Tout était structurel. J'avais vécu dans une maison pleine de décorations et sans structure. C'était l'opposé. La chambre d'amis dans laquelle il m'a installé était simple, propre, un lit avec de bons draps, un bureau, une lampe avec un bon éclairage, une fenêtre qui donnait sur l'eau. Il y avait une étagère avec une seule rangée de livres, pas des livres pour enfants, pas de la fiction pour adolescents, pas le genre de livre que l'on met pour qu'un invité ait l'air décoratif. De vrais livres, des textes d'ingénierie, une biographie de Buckminster Fuller. 3 livres sur le droit des contrats, un volume mince sur la théorie de la négociation.
Je n'ai pas beaucoup dormi cette première nuit. J'ai gisé dans l'obscurité et écouté l'océan et essayé de comprendre la forme de ce qui venait de m'arriver. Le lendemain matin, Robert était déjà à son bureau quand je suis descendu. Il n'a pas levé les yeux. Une femme de ménage nommée Hélène, silencieuse, efficace, rayonnant le genre spécifique de professionnalisme qui vient de travailler pour quelqu'un qui valorise la fonction plus que la performance, m'a apporté le petit déjeuner sans qu'on le lui demande. Des œufs, du pain grillé, du jus d'orange, pas extravagant, juste correct. Robert ne m'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas offert de thérapie ni de conversation à cœur ouvert sur mes parents ou sur ce que cela devait être pour moi. Il n'en a pas fait un moment. Il a simplement continué à travailler et en ne transformant pas la situation en spectacle, il a communiqué quelque chose de plus puissant que n'importe quel mot réconfortant n'aurait pu le faire. C'est juste la prochaine étape. Tu es ici maintenant. C'est ce que nous faisons maintenant. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assis au bureau. J'ai ouvert un des livres sur l'étagère, le texte d'ingénierie, qui s'appelait La logique des structures, et j'ai commencé à lire. Je ne comprenais pas la plupart des choses, mais je lisais. C'est le genre d'enfant que j'étais. Et je pense qu'il est important que vous compreniez cela car cela explique tout ce qui a suivi. J'avais grandi dans un foyer où j'étais essentiellement invisible. Mes frères Derek et Marcus étaient tous deux plus bruyants, plus doués socialement, plus conventionnellement intéressants. Derek était l'athlète. Marcus était celui qui faisait rire tout le monde au dîner. J'étais le silencieux. Celui qui s'asseyait dans un coin lors des réunions de famille et observait. Celui qui remarquait les choses. Remarquait quand mes parents se disputaient même s'ils ne haussaient pas la voix. Remarquait quand une conversation à table passait du social au territorial. Remarquait qui dans la pièce jouait un rôle et qui était sincère. Je remarquais l'architecture de l'interaction humaine constamment, automatiquement, car j'avais passé toute mon enfance suffisamment invisible pour que les gens ne se donnent pas la peine de me cacher des choses. Ma famille m'avait fait sentir comme un fardeau. Ils m'avaient fait sentir comme un meuble, présent mais non vu, occupant de l'espace sans rien ajouter. Mais pendant qu'ils étaient occupés à jouer leur vie les uns pour les autres, j'avais étudié la pièce, observant comment les gens se déplaçaient, observant où étaient les fissures, observant les fondations. Je ne savais juste pas encore que c'était une compétence. Pendant les premiers mois chez Robert, j'ai fonctionné en pilote automatique. Je bougeais discrètement. Je mangeais rapidement et je nettoyais immédiatement. Je me retirais dans ma chambre avant que quiconque ne puisse remarquer ma présence. Je suivais toujours l'ancien programme, le code de survie qui disait « Fais-toi petit, prends le moins de place possible. Ne donne aucune raison aux gens d'être agacés par ton existence, et peut-être qu'ils te laisseront rester. » Puis un soir, Robert m'a trouvé. Je m'étais tapi dans l'ombre d'une bibliothèque, dans la bibliothèque, une grande pièce tapissée du sol au plafond de textes sur tout, de l'hydraulique à l'économie comportementale, le regardant travailler à son bureau. Il avait des plans étalés devant lui, un complexe commercial complexe, un grand projet, plusieurs bâtiments. Il les examinait avec un stylo rouge, faisant des marques, les sourcils légèrement froncés. J'ai figé quand j'ai réalisé qu'il m'avait remarqué. J'attendais la réprimande, le « que fais-tu à rôder ici ?» le « va dans ta chambre », le soupir d'exaspération d'un adulte qui s'est vu rappeler votre présence et la trouve incommode. Il n'a pas levé les yeux de ses documents. « Tu le fais encore, dit-il. » Je n'ai pas bougé. Faire quoi? Disparaître. Il a tracé une ligne, jeté quelque chose sur le plan. Tu penses que si tu es assez silencieux, tu ne seras pas un fardeau. Tu crois que ton silence est un déficit. Que parce que tu ne parles pas, tu ne contribues pas. Il a posé son stylo. Il m'a alors regardé, ses yeux gris plats et directs. Tu te trompes. Le silence, c'est de l'information. Il m'a fait signe d'un doigt unique. J'ai traversé la pièce et me suis tenu à côté de son bureau. Il a tourné le plan vers moi. Le développement était énorme, un complexe commercial avec des espaces de vente au détail, des bureaux et ce qui ressemblait à une tour d'hôtel. Dis-moi ce que tu vois, dit-il. J'ai regardé les lignes. Un hall, des ascenseurs, une sorte de surface de vente au rez-de-chaussée, des bureaux au-dessus. Regarde de plus près. J'ai regardé de plus près. J'ai laissé mon instinct prendre le dessus.
Le même instinct qui avait passé 13 ans à observer des pièces que personne ne pensait que j'observais. Et après un moment, j'ai commencé à le voir. Non pas le design, le défaut dans le design. Le comptoir de réception fait face aux fenêtres orientées à l'ouest, ai-je dit. L'après-midi, la réceptionniste regarderait directement le soleil. Elle serait à moitié aveugle pendant la période d'enregistrement la plus chargée de la journée. J'ai tracé un doigt le long d'une autre section, et les ascenseurs sont positionnés trop loin de l'entrée principale. Les gens qui arrivent vont se rassembler au milieu du hall pour essayer de les trouver, ce qui crée un goulot d'étranglement. Cela brise la fluidité. Robert m'a regardé un long moment silencieux. Puis il a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était une chose nette et précise. Le sourire de quelqu'un qui vient de confirmer une hypothèse, mais c'était réel et il était dirigé vers quelque chose que j'avais fait. Exactement, dit-il. Tu vois les défauts parce que tu passes ta vie en arrière-plan à observer comment les gens se déplacent dans l'espace. Ta famille te traitait comme un meuble, Smith, comme un objet fixe dans leur environnement. Et pendant qu'ils étaient occupés à jouer leur rôle les uns pour les autres, à poser pour les photos, à sauver les apparences, à s'assurer que tout le monde pouvait voir comment ils voulaient être vus, tu étudiais la pièce. Tu as remarqué la fissure dans les fondations pendant qu'ils admiraient la peinture sur le mur. Il s'est adossé à sa chaise. Il pensait qu'il te diminuait en t'ignorant. Il t'entraînait en fait. Tu as appris à voir la vérité parce que personne n'a jamais pris la peine de te la cacher. Tu ne parles pas, dit-il. Tu observes. Ce n'est pas une faiblesse, Smith. C'est une compétence. C'est quelque chose que très peu de gens dans ce monde possèdent réellement. Et dans le bon contexte, il a repris son stylo. C'est dangereux. C'est du pouvoir. Je me tenais là, dans la bibliothèque d'une forteresse brutaliste en béton au bord d'une falaise, écoutant un homme que mon père avait appelé sans âme recadrer le fait le plus douloureux de mon existence en quelque chose que je pouvais utiliser. Et quelque chose dans l'architecture de ma propre compréhension de moi-même a tranquillement et définitivement basculé. Il ne m'a pas offert de pitié pour avoir été l'enfant oublié. Il m'a offert une description de poste. Le don de l'ombre, l'appelait-il, la capacité de voir ce qui est vrai parce que personne ne vous considère comme digne d'une performance de dissimulation. À partir de ce soir-là, ma véritable éducation a commencé. Robert ne m'a pas acheté de jeux vidéo ni organisé de rendez-vous pour jouer ni essayer de construire une version quelconque d'une vie sociale adolescente normale pour moi. Il m'a acheté des livres sur l'ingénierie structurelle, sur la théorie des contrats, sur la psychologie de la négociation, sur l'architecture comportementale. L'idée que les espaces physiques que nous construisons ne sont pas des conteneurs passifs pour le comportement humain, mais des façonneurs actifs de celui-ci. Il m'a appris que si vous contrôlez la structure, vous influencez les gens qui s'y trouvent. Qu'un bâtiment n'est pas seulement un bâtiment. C'est un système de décision fait de béton, de verre, de lumière et de flux. Mes années d'adolescence n'ont pas été marquées par des matchs de football du vendredi soir, des soirées dansantes scolaires ou la géographie maladroite des premières relations. Elles ont été marquées par des visites de chantier sur des projets de construction actifs où j'ai appris à lire un bâtiment de la même manière que d'autres lisent une pièce, par des réunions de conseil où je m'asseyais dans un coin avec un bloc-notes juridique, observant qui mentait. Observant les micro-expressions, les changements de posture, les moments où les mots de quelqu'un et ses mains racontaient des histoires différentes, par des documents contractuels que je lisais tard dans la nuit avec un dictionnaire à mes côtés. Construisant un vocabulaire que la plupart des adultes passeraient toute leur vie professionnelle sans jamais acquérir. J'ai cessé de vérifier les messages de ma mère et de mon père. Leur discussion de groupe a continué sans moi, ou plutôt a continué autour de moi comme si j'étais un paramètre de notification qu'ils avaient désactivé, photos de stations de ski, mise à jour sur les activités de mes frères. La documentation occasionnelle et continue d'une vie de famille dont j'avais été administrativement retiré. Je faisais défiler les images lorsqu'elles arrivaient. Le soleil sur les Bahamas, le champagne en altitude, les visages souriants, parfaitement arrangés de personnes qui avaient décidé à un moment donné, antérieur à ma conscience, que j'étais une dépense qui n'était pas rentable. Autrefois, j'aurais été détruit par ces images. J'aurais passé des heures dans l'obscurité à élaborer des théories complexes sur ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je n'étais pas assez intéressant, assez drôle, assez facile à aimer. J'aurais fouillé mon propre comportement à la recherche du défaut qui expliquait le résultat. Mais assis dans ma chambre dans la forteresse de béton, entouré de textes d'ingénierie et du bruit de l'océan, je commençais à comprendre quelque chose qui mettrait des années à être pleinement articulé,
mais que je ressentais dans mes os. Même alors, leur rejet n'était pas une information sur moi. C'était une information sur eux. Le défaut n'était pas dans mes fondations. Le défaut était dans les leurs. Et j'apprenais à construire quelque chose d'inébranlable. À l'âge de 16 ans, j'avais appris plus sur l'influence. La vraie influence, celle qui existe dans les contrats, les lois de zonage, les instruments financiers et la psychologie humaine, que la plupart des adultes n'en rencontrent en une décennie de vie professionnelle. Robert n'était pas un enseignant doux. Il ne louait pas l'effort pour lui-même. Il ne donnait pas de trophées de participation ni ne créait de victoires artificielles. Quand j'avais tort, il le disait spécifiquement sans adoucissement. Quand j'avais raison, il le notait avec la même précision froide. Ce qu'il me donnait constamment et sans exception, c'était son attention véritable, pas l'attention performative de quelqu'un qui essaie de paraître un bon mentor. L'engagement réel et ciblé d'un homme qui avait décidé que vous valiez son temps. Il y a cependant une leçon à laquelle je pense plus que toute autre. Une seule rencontre qui a cristallisé tout ce qu'il avait essayé de m'enseigner. J'avais 16 ans. Mon espace de travail était une table de jeu que j'avais récupérée du sous-sol. Littéralement une table pliante avec un pied bancal qui vacillait chaque fois que j'effaçais un trait de crayon. La lampe dessus était une pince-lampe bon marché d'une pharmacie qui produisait le genre de lumière qui vous donne une fatigue oculaire après 1 heure. J'avais enduré cela parce que demander des choses n'avait jamais été quelque chose qui me semblait sûr dans ma vie précédente. Et même dans la maison de Robert, même après 3 ans, l'ancien réflexe se déclenchait toujours. Mais j'avais besoin de travailler et je ne pouvais pas travailler correctement dans ces conditions. J'ai trouvé Robert dans le solarium un après-midi tardif, révisant des rapports trimestriels avec une tasse de café qui avait refroidi d'une manière qui communiquait une indifférence totale au confort de la température ambiante. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant, me réajustant. Puis je suis entré. J'ai besoin d'un nouveau bureau, dis-je. Et d'une meilleure lampe. L'éclairage de ma chambre est insuffisant pour le dessin. Il n'a pas levé les yeux de ses papiers. Combien ? J'avais fait la recherche. J'avais regardé des bureaux qui conviendraient, des surfaces de dessin appropriées, la bonne hauteur, une bonne qualité de fabrication, environ $800 pour les deux. Il est resté silencieux un instant. Puis il a posé ses papiers et m'a regardé. Pourquoi pas ? Je n'ai pas compris la question. Parce que j'en ai besoin. Le besoin n'est pas un critère d'achat, Smith. Le besoin est le minimum. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire ? Il a pris son café, a découvert qu'il était froid, l'a reposé avec un léger déplaisir. T'acheter des meubles ne t'apprend rien. Les construire t'apprend tout. Il a tendu la main vers le tiroir de la table d'appoint à côté de lui et en a retiré un chéquier. Il a écrit un chèque, l'a déchiré et l'a fait glisser sur la surface entre nous. Je l'ai ramassé. $5000. C'est ton budget, dit-il. Je ne veux pas que tu achètes un bureau, Smith. Je veux que tu conçoives un espace de travail, pas une chambre d'adolescent, pas un bureau, un sanctuaire. Il m'a regardé avec ses yeux gris plats et a dit quelque chose que j'ai porté avec moi chaque jour depuis. Ta famille t'a fait sentir en insécurité dans ta propre maison. Ils t'ont fait sentir comme un invité qui avait dépassé le temps qui lui était imparti. Je veux que tu construises une pièce où tu es l'autorité, où tu es intouchable, où chaque élément de l'environnement est quelque chose que tu as choisi, quelque chose que tu comprends, quelque chose qui t'appartient. Il a marqué une pause. Si tu peux construire cette pièce, tu peux construire n'importe quoi. J'ai pris le chèque. Je suis monté à l'étage et me suis assis sur la table de jeu, qui vacillait sous moi. Et j'ai regardé le chèque de $5000 et j'ai ressenti quelque chose dont je n'avais pas de nom à 16 ans, mais que je comprends maintenant comme la sensation spécifique d'avoir un vrai problème à résoudre par quelqu'un qui vous croyait capable de le résoudre. J'ai passé les 3 mois suivants dans un état d'obsession que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'ai pas dépensé les $5000 comme un adolescent avec $5000. Je les ai dépensés comme un architecte avec un cahier des charges, un budget et un client. Et le client, c'était moi-même, ce qui signifiait que le cahier des charges était plus exigeant que tout ce qu'un client externe aurait pu fixer. J'ai commencé par tout enlever de la pièce. J'ai arraché le tapis, littéralement, à main nue et avec un cutter, pour exposer le sous-plancher en béton brut. J'ai nettoyé le béton. Je l'ai scellé. J'ai peint les murs d'un gris ardoise foncé,
non pas un choix décoratif, mais un choix calculé. J'avais étudié comment la lumière se comporte dans différents environnements colorés et je savais qu'un mur mat foncé absorbe la lumière plutôt que de la réfléchir, ce qui crée un environnement ciblé plutôt qu'expansif dans un espace où j'avais besoin de me concentrer. Je ne voulais pas que la lumière rebondisse. Je voulais la diriger. J'ai conçu un bureau en L sur mesure, non pas acheté, mais conçu. J'ai dessiné les plans moi-même. J'ai passé 2 semaines à affiner les dimensions, la profondeur, la hauteur, la gestion des câbles, l'intégration de la surface de dessin avec la surface informatique. Ensuite, j'ai trouvé un métallurgiste local, un soudeur nommé Paul, qui avait un petit atelier à 40 minutes de là, et je suis allé le rencontrer. J'avais 16 ans. Il m'a regardé avec le scepticisme tolérant que les adultes accordent aux enfants qui se présentent pour avoir des conversations d'adultes. J'ai posé mes dessins sur son établi. Il les a regardés. Son expression a légèrement changé. Il m'a donné un prix. Je lui ai dit que le prix était 20% trop élevé pour la qualité du travail fini sur les pièces de son portfolio exposées sur le mur de son atelier et j'ai spécifiquement pointé 3 soudures qui montraient une incohérence dans le motif de soudure. Son expression a de nouveau changé. Nous avons négocié. J'ai obtenu le prix dont j'avais besoin. Robert m'avait appris que l'on ne négocie qu'à partir d'une position de connaissance réelle. Le bluff est un outil à court terme avec un coût à long terme. La vraie influence vient du fait d'avoir raison. J'ai installé des panneaux acoustiques sur 2 des murs. J'avais mesuré la fréquence de résonance de la pièce et déterminé que sans traitement, les surfaces en béton créeraient un motif d'écho spécifique que je trouvais cognitivement perturbateur. J'ai acheté une vraie chaise de travail, ergonomique, réglable, le genre qui positionne correctement votre corps plutôt que de détruire lentement vos vertèbres lombaires avec le temps. J'ai construit une petite plateforme surélevée le long d'un mur pour ma table de dessin, me donnant une ligne de vision claire vers la fenêtre sans l'éblouissement. Quand ce fut terminé, j'ai appelé Robert. Il est resté dans l'embrasure de la porte et a regardé la pièce très longtemps. Il n'a pas fait de bruits enthousiastes. Il n'a pas dit wow ou super travail, gamin, ou aucune des choses que l'on fait pour paraître encourageant. Il est entré dans la pièce. Il a vérifié les soudures du cadre du bureau avec ses mains, testant les joints. Il a testé la lumière. Il a appuyé sur les panneaux acoustiques pour vérifier l'installation. Il a passé une main sur le sol en béton. Il s'est tourné vers moi, un seul hochement de tête. Net, unique, décisif. Bien, dit-il, et il est sorti. Ce seul mot, prononcé avec le minimum absolu de performance, valait plus pour moi que toutes les louanges effusives que j'avais jamais reçues de quiconque dans ma vie. C'était vrai. C'était précis. C'était du respect. Je me suis assis dans ma nouvelle chaise à mon nouveau bureau dans mon centre de commande et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie. Comme si j'étais dans une pièce qui était la mienne. Pas une pièce où j'étais toléré. Pas une pièce où je me déplaçais discrètement en espérant ne déranger personne. Ma pièce construite par mes mains, conçue par mon esprit, gagnée par mon travail. Pendant ce temps, le groupe de discussion continuait de sonner. Ma mère postait des photos des rénovations de la maison d'été. Mes frères à leurs activités respectives, vivant leur vie respective au sein de la famille qui s'était réorganisée sans problème sans moi. La façon dont on réorganise les meubles quand une pièce se casse et que l'on place simplement quelque chose d'autre à sa place et que l'on passe à autre chose. Avant, je me demandais ce que l'on ressentait en voyant ces photos, si elles avaient encore le pouvoir d'atterrir quelque part de tendre en moi. Assis dans le centre de commande gris et silencieux que j'avais construit à partir de rien, j'ai réalisé que non. Non pas parce que je m'étais engourdi, mais parce que je comprenais enfin l'architecture de ce qu'elles étaient. Une surface de performance. La mise en scène élaborée d'une vie de famille qui avait une apparence extérieure et signifiait quelque chose d'entièrement différent à l'intérieur. J'avais fini d'étudier la peinture sur le mur. Je regardais maintenant les fondations, et je pouvais voir exactement ce qui s'effritait. J'ai terminé le lycée 16 mois avant l'heure, non pas parce que j'essayais de prouver quelque chose, mais parce que j'avais fini. Fini avec le rythme institutionnel, fini avec l'environnement, prêt pour que la véritable éducation commence sérieusement. Robert m'avait préparé à l'école d'architecture non pas comme un choix romantique mais comme un choix stratégique. L'architecture, me disait-il, est la discipline qui se situe à l'intersection de toutes les autres disciplines. Tu dois comprendre l'ingénierie et tu dois comprendre les gens et tu dois comprendre l'argent et tu dois comprendre le pouvoir.
Fais tout cela bien et tu ne seras jamais impuissant. Il a financé toute mon éducation. Il a appelé cela un investissement dans les infrastructures, ce qui était un cadrage si spécifique, précis, et non sentimental de ce que la plupart des gens appellent payer les études universitaires que j'ai éclaté de rire. La première fois que je me suis souvenu d'avoir réellement ri de quoi que ce soit depuis des années. L'école d'architecture n'est pas l'endroit où j'ai trouvé mon entourage au sens conventionnel. Je n'étais pas la personne qui se faisait facilement des amis lors des fêtes de campus ou qui naviguait dans les hiérarchies sociales avec grâce. J'étais la personne qui arrivait la première et partait la dernière et connaissait la capacité de charge structurelle du bâtiment dans lequel nous travaillions avant que la plupart de mes camarades de classe n'aient trouvé où était le bon café. Mes professeurs l'ont remarqué. Tous n'ont pas aimé ce qu'ils ont remarqué. Il existe un type d'universitaire spécifique qui trouve qu'un étudiant qui sait déjà ce qu'il pense être là pour enseigner est profondément menaçant. Mais ceux qui étaient réellement compétents ont reconnu quelque chose et lui ont donné de l'espace. J'ai obtenu mon diplôme en étant le premier de ma classe. Je n'ai pas fait de discours. J'ai serré la main du doyen, j'ai récupéré mon diplôme et j'ai appelé Robert depuis le parking. C'est fait, ai-je dit. Bien, dit-il. La prochaine phase commence lundi. Il ne plaisantait pas. J'ai travaillé au sein de son cabinet pendant 2 ans, non pas comme un neveu favorisé, mais comme un employé fonctionnel avec un titre, un bureau et des livrables, et aucune tolérance accordée pour le fait d'être de la famille. Si j'étais en retard, c'était noté. Si mon travail était en dessous du standard, il le disait. Si je faisais quelque chose de bien, il l'utilisait sans fioriture et passait à la chose suivante. Ce furent les 2 meilleures années de ma vie professionnelle car j'apprenais de quelqu'un qui opérait à un niveau que la plupart des gens de l'industrie n'atteignaient jamais et je l'apprenais avec la pleine compréhension qu'il n'y avait pas de plafond au-dessus de moi dans ce contexte. Que quoi que je sois capable de faire, cet environnement me permettrait de le construire. J'ai créé mon propre cabinet à 24 ans, non pas de manière imprudente, mais stratégiquement. J'avais des relations clients. J'avais une réputation dans l'industrie pour un type spécifique de perspicacité structurelle et j'avais les bases financières pour absorber les turbulences initiales de la construction à partir de rien. Le cabinet était petit, 3 personnes y compris moi, et le bureau se trouvait dans un espace que j'avais négocié à un taux inférieur au prix du marché en identifiant une évaluation structurelle dont le propriétaire n'avait pas réalisé qu'il avait besoin et en proposant de la fournir en lieu et place d'une partie du loyer de la première année. C'est le genre de coup que Robert m'avait appris. Pas intelligent pour le plaisir, mais stratégique. Chaque transaction est une occasion de démontrer de la valeur. Chaque pièce dans laquelle vous entrez, vous apprenez quelque chose ou vous gaspillez la visite. À 26 ans, le cabinet comptait 12 personnes. À 28 ans, je concevais des horizons. Littéralement des bâtiments dont les étages supérieurs seraient visibles à des kilomètres. Des bâtiments qui façonneraient la silhouette des villes. Des bâtiments qui me survivraient d'un siècle ou plus. Se tenant là comme preuve que quelqu'un avait réfléchi attentivement à la façon dont les gens se déplacent dans l'espace, comment la lumière modifie l'expérience d'une pièce. Comment l'ingénierie délibérée d'un environnement façonne le comportement et l'état émotionnel des personnes qui s'y trouvent. J'étais l'architecte et la fondation qui avait été coulée dans une forteresse brutaliste au bord d'une falaise avec un homme qui communiquait le respect par le silence et la précision plutôt que par la chaleur et la performance. Cette fondation était inébranlable. Robert et moi ne sommes pas devenus sentimentaux l'un envers l'autre. Ce n'était pas le vocabulaire de notre relation. Ce que nous avions était quelque chose que j'en suis venu à valoriser plus que le sentimentalisme. Un respect mutuel sincère entre 2 personnes qui se comprenaient clairement. Il m'appelait parfois pour demander mon évaluation d'un projet. Je l'appelais parfois pour discuter d'un problème structurel. 2 fois par an, nous dînions au Cliff House et discutions de l'industrie et du monde et occasionnellement de quelque chose qui frôlait le personnel. Puis l'un de nous redirigeait vers quelque chose de pratique et le moment passait sans que l'un de nous n'ait à jouer un rôle. Il avait 67 ans lorsque j'ai remarqué le changement. C'était subtil, le genre de choses que la plupart des gens auraient manqué. Une légère diminution de la décision de ses mouvements, une pause avant certains mots qui n'avaient pas été là auparavant. Il perdait en vitesse de traitement comme un ordinateur dont le matériel commence à ne plus répondre aux exigences de son logiciel. L'esprit était toujours vif. L'architecture de sa pensée était toujours intacte, mais le système physique qu'il apportait commençait à montrer des compromissions structurelles. Il n'en a pas parlé. Je n'ai pas insisté. Nous n'étions pas une famille qui traitait les choses à voix haute.
Mais un soir, au dîner, il m'a regardé à travers la table en acajou avec ses yeux gris froids et a dit avec la même précision plate qu'il utilisait pour tout, « Mon cœur défaille. L'intégrité structurelle est irrémédiablement compromise. » J'ai posé ma fourchette. Combien de temps, ai-je demandé parce que nous étions des gens qui traitaient des informations précises plutôt que des approximations confortables. Les médecins me donnent 12 à 18 mois avec intervention. Il a pris son verre d'eau. J'ai refusé l'intervention parce que j'ai étudié l'analyse coût-avantage et que le différentiel de résultats est insuffisant pour justifier le processus. Il a pris une gorgée, a reposé le verre. Je n'ai pas peur de la fin, Smith. Je suis préoccupé par la transition, le patrimoine, ai-je dit. Le patrimoine et les yens. Il m'a regardé avec quelque chose que j'aurais autrefois décrit comme de la chaleur, bien que j'ai passé des années à le comprendre comme quelque chose de plus précis. Une considération profonde et sérieuse. Ils viendront. Dès que l'écran affichera une ligne plate, ils arriveront avec des avocats et des démonstrations de chagrin et leurs mains tendues. Ils pensent que je suis leur héritage. Ils pensent que tu es le concierge. Que dois-je faire, ai-je demandé. Ce que tu fais toujours, dit-il. Observe la pièce. Sache qui ment. Contrôle la structure. Il est mort un mardi matin, efficacement, comme il avait tout fait. Entre 4 et 5 heures du matin dans la chambre principale donnant sur l'océan où il avait demandé à passer ses dernières semaines afin de pouvoir surveiller les marées. J'étais dans la chambre d'amis au bout du couloir. Je n'ai rien entendu. Quand je suis descendu à 6 heures, Hélène était déjà là, le visage composé, et j'ai compris à la composition de celui-ci ce qui s'était passé. Je n'ai pas pleuré. J'avais du travail à faire. J'ai appelé l'avocat. J'ai appelé l'entreprise de pompes funèbres. J'ai sécurisé le périmètre littéral. Par là, je veux dire que j'ai appelé la société de sécurité et leur ai fait placer quelqu'un à la barrière. J'avais le sentiment, debout dans cette maison silencieuse au petit matin avec l'océan faisant son affaire indifférente en contrebas, que le silence ne durerait pas longtemps. J'avais raison. Les funérailles étaient organisées dans une petite chapelle à flanc de falaise, privée, sur invitation, 30 personnes maximum. Robert n'avait pas été un homme avec un large cercle social. Il avait été un homme avec un cercle précis. Les personnes invitées étaient celles dont il avait gagné et retourné l'estime. C'étaient des architectes, des promoteurs, un ou deux avocats, un ingénieur structurel d'Oslo qui avait collaboré avec lui 20 ans auparavant et le considérait toujours comme l'esprit le plus vif de la pièce. 30 personnes qui le connaissaient réellement. 30 personnes qui étaient réellement là pour pleurer. Je me tenais près de la tombe dans un costume anthracite que j'avais conçu moi-même. J'avais ajouté la couture à mes compétences plusieurs années plus tôt parce que je construisais des horizons et que je devais ressembler à quelqu'un qui construit des horizons et j'ai observé le chemin sinueux qui montait du parking pour les arrivées que je savais imminentes. Ils sont arrivés à 10h55 du matin, 5 minutes avant le service. 3 limousines allongées louées. J'ai reconnu les plaques de la compagnie parce que j'avais utilisé la même compagnie pour le transport de clients et connaissais leur flotte. Elles ont remonté l'allée de gravier comme une procession, comme une déclaration, comme quelque chose de mis en scène. Ma famille est sortie. Ma mère, Carole, en soie noire, se déplaçant avec cette combinaison particulière de fragilité calculée et de dévastation performative que j'ai immédiatement reconnue, non pas comme du chagrin, mais comme l'affichage du chagrin pour un public. Ses grandes lunettes de soleil fonctionnaient à la fois comme un choix esthétique et une dissimulation émotionnelle. Elle tapotait ses yeux avec un mouchoir. Mon père, Gérald, était à son coude, la main sur son dos, le visage configuré dans l'expression spécifique de tristesse digne. Il était mieux habillé que je ne l'avais jamais vu habillé lors d'un véritable événement familial. Il avait fait un effort pour l'héritage. Mes frères Derek et Marcus étaient là aussi. Tous deux avec leurs partenaires respectifs, tous vêtus de noir coordonné qui témoignaient de consultation et de planification. Derek faisait défiler son téléphone en marchant, son visage affichant une performance de solennité au-dessus du cou et fonctionnant en pilote automatique en dessous. Marcus diffusait en direct. Il tenait son téléphone à hauteur d'épaule et je pouvais voir à 10 mètres de distance que le petit point rouge d'enregistrement était actif. Il diffusait en direct les funérailles de mon oncle. Ils sont passés devant moi, non pas grossièrement, non pas délibérément, ils ne m'ont simplement pas vu. Ils sont passés devant le PDG d'un cabinet d'architecture de plusieurs millions de dollars,
devant l'homme qui vivait et s'occupait de la maison de Robert pendant les 3 derniers mois de son déclin de santé, devant la personne qui avait organisé tout ce service. Devant le seul membre de la famille qui avait réellement été présent pour les derniers jours de Robert sur Terre. Et ils ont vu l'enfant de 13 ans dans la cuisine gelée. Ils ont vu l'arrière-plan. Ils ont vu la non-entité. Je les ai regardés prendre place. J'ai regardé ma mère accepter les condoléances de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, jouant l'intimité avec les vrais amis de Robert tandis que les amis échangeaient des regards par-dessus son épaule. J'ai regardé Marcus vérifier le nombre de spectateurs de son téléphone. Après la cérémonie, ils m'ont accosté près des véhicules alors que les gens commençaient à partir. C'était la première fois que l'un d'eux s'adressait directement à moi. Mon père s'est avancé le premier. Il portait le sourire condescendant que j'avais connu toute ma vie, celui qui disait qu'il était sur le point d'expliquer quelque chose de simple à quelqu'un qui nécessitait une simplification. Smith, dit-il, tu as l'air fatigué. Ce n'était pas une déclaration de préoccupation. C'était une évaluation, une façon de me rappeler que j'avais l'air diminué, que j'étais dans un rôle de soutien. Nous pouvons prendre le relais à partir d'ici, mon fils. Le mot « mon fils » était remarquable. J'y ai pensé maintes fois depuis. Il ne m'avait pas appelé mon fils depuis mes 12 ans. La réintroduction de ce mot à ce moment précis, dans ce contexte précis, n'était pas une chaleur familière. C'était une revendication de légitimité. Il établissait sa paternité comme une forme d'accès. Ma mère s'est placée à ses côtés, tendant la main pour toucher mon bras avec une main gantée. Le gant lui-même un choix qui communiquait qu'elle n'était pas prête à établir un contact réel avec moi. « Tu as fait ton devoir, chérie, dit-elle de la voix qu'elle utilisait quand elle voulait paraître généreuse tout en retirant quelqu'un d'une situation. Nous allons maintenant monter à la maison pour évaluer les meubles. Nous voulons voir ce qui vaut la peine d'être gardé avant la vente de succession. Elle me tendit l'autre main, paume vers le haut. As-tu les clés ou devons-nous appeler un serrurier? Elle voulait les clés de la maison. Elle était arrivée aux funérailles de son beau-frère. Un homme à qui elle n'avait pas parlé depuis 15 ans. Un homme qu'elle avait retiré du récit de sa vie avec la même efficacité avec laquelle elle m'avait retiré et sa principale préoccupation opérationnelle dans les 2 heures suivant l'enterrement était d'accéder aux biens physiques. J'ai regardé sa main tendue. J'ai regardé le visage de mon père. J'ai regardé Marcus avec son téléphone. J'ai regardé Derek qui s'était légèrement éloigné et examinait la structure du mur de la chapelle avec l'intérêt vague de quelqu'un qui tuait le temps. Et j'ai compris l'architecture de tout cela complètement. Pour qu'ils maintiennent leur image de soi comme la famille légitime, centrale, importante, pour qu'ils continuent à se voir comme les protagonistes de l'histoire, ils avaient besoin que je sois quelque chose d'autre. Si j'étais le neveu abandonné qui avait trébuché dans un rôle de soutien, ils pouvaient accepter la succession comme leur appartenant de droit et moi comme un détail logistique incommode. S'ils reconnaissaient ce que j'étais réellement, s'ils reconnaissaient que j'étais celui qui avait construit quelque chose, que j'étais celui qui avait la position et l'autorité, que j'étais l'architecte de toute cette situation au sens le plus littéral. Toute leur narration d'eux-mêmes devrait se restructurer autour d'un fait central impossible. Ils ne pouvaient pas faire cela. Ils n'en étaient pas capables. Non pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce que l'infrastructure de leur concept de soi ne pouvait pas supporter le poids de cette vérité particulière. J'ai laissé un moment de silence s'installer avant de répondre. L'avocat a les clés, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Non pas froide, mais plate. La façon dont on énonce un fait dans une pièce où les faits sont la seule monnaie pertinente. La lecture est demain matin au cabinet. Jusque-là, la maison est scellée. Scellée? Mon frère Derek, de sa position près du mur de la chapelle, s'est retourné avec l'expression offensée de quelqu'un à qui l'on vient de dire que quelque chose qu'il considère comme sien est temporairement indisponible. Notre maison est scellée. Demain, ai-je dit, et je leur ai tourné le dos et suis allé à ma voiture. J'ai entendu ma mère appeler mon nom. J'ai entendu la voix de mon père monter dans le registre de l'indignation. J'ai regardé dans mon rétroviseur alors qu'il se disputait avec le personnel de sécurité à la barrière, exigeant l'accès à une propriété sur laquelle il n'avait aucun droit légal. J'ai regardé les gardes tenir bon. Je suis parti en voiture. Cette nuit-là, je me suis assis dans la maison à flanc de falaise. Ma maison maintenant, bien que je n'ai pas encore les papiers pour le confirmer.
Et j'ai écouté l'océan et j'ai pensé à la dinde congelée de 9 kg dans la cuisine sombre et au SUV noir mat dans l'allée et à la validation d'un seul hochement de tête dans l'embrasure de la pièce que j'avais construite moi-même et je n'ai ressenti rien qui ressemblait à du chagrin et rien qui ressemblait à du triomphe. J'ai ressenti de la clarté. Demain, j'entrerai dans une salle de conférence et l'architecture de tout serait révélée. La salle de conférence de Sterling & Associates était conçue par quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait. Les murs en acajou étaient assez sombres pour être légèrement oppressants. Les chaises étaient bonnes, mais pas confortables. Assez bonnes pour qu'on ne puisse pas s'en plaindre, pas assez confortables pour vous mettre à l'aise. La climatisation était réglée à une température qui vous gardait alerte, légèrement inconfortable, votre corps juste assez chaud pour vouloir plus chaud, mais votre esprit trop occupé pour donner la priorité à ce désir. Les fenêtres étaient du sol au plafond sur deux côtés, donnant à la pièce un sentiment d'exposition sans réellement exposer quoi que ce soit. C'était une pièce conçue pour le positionnement psychologique de chacun à l'intérieur. J'avais aidé à concevoir une pièce presque identique à celle-ci pour un client il y a 4 ans. Quand Robert m'avait dit quel cabinet nous utilisions, j'étais allé voir leur espace et j'avais immédiatement reconnu la stratégie. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Je me suis assis du côté droit de la table, non pas au bout, mais assez près pour que je ne sois clairement pas positionné comme indépendant. J'avais un verre d'eau. J'avais un bloc-notes juridique et un stylo. J'avais l'air de ce que j'étais, un professionnel là pour une réunion. Ma famille est arrivée en groupe 8 minutes plus tard. Ils sont entrés et ont pris les chaises du côté opposé, se regroupant instinctivement, ce qui était en soi une information sur la façon dont ils comprenaient la dynamique. Ils étaient la famille. J'étais l'étranger. C'était toujours la carte qu'ils utilisaient. Gérald a vérifié sa montre 2 fois avant de s'asseoir. Carole a chuchoté à Derek. Marcus faisait défiler son téléphone ouvertement, ce qui était soit un coup de force, soit une indifférence sincère, et avec Marcus, j'avais depuis longtemps cessé de pouvoir faire la différence. Ils m'ont regardé une fois, lorsqu'ils se sont installés, avec une expression combinée que je ne pouvais décrire que comme un mépris tolérant. Le regard que l'on donne à quelqu'un qui est physiquement présent dans une pièce, mais que l'on ne considère pas comme un participant réel à ce qui va se passer. Monsieur Sterling est entré sans fioriture. C'était un homme mince d'environ 60 ans, précis dans ses mouvements, portant un seul dossier mince plutôt que l'imposante pile de documents que ma famille avait probablement attendu. Il s'est assis au bout de la table. Il a arrangé ses papiers. Il a regardé la pièce par-dessus ses lunettes. Robert préférait l'efficacité, dit-il, sa voix était complètement sans effet. Le genre spécifique de neutralité qui prend des années à cultiver et qui fonctionne dans une pièce comme celle-ci comme une forme d'autorité. Alors je serai bref. Gérald s'est légèrement penché en avant. Lisez juste les chiffres. Nous savons qu'il était liquide. Sterling l'a regardé un instant, non pas méchamment, juste avec tout le poids de son indifférence professionnelle, puis a ouvert le dossier. À mon frère Gérald, lut-il, je laisse la dette que vous avez accumulée en 1998. Le billet à ordre pour l'entreprise commerciale ratée d'un montant de 340 000 $ est par la présente pardonnée. Vous êtes maintenant solvable. De rien. La pièce est devenue complètement silencieuse. Gérald a cligné des yeux. La couleur de son visage a changé. Qu'était cette note? Il s'est arrêté, s'est recalibré. Cela a été radié il y a des années. Où est-le? Qu'en est-il du patrimoine? Où sont les vrais chiffres? Sterling continua, sans ajuster son rythme ni son expression, à ma belle-sœur Carole, je laisse le silence que vous avez donné à votre fils. Puisse-t-il vous apporter le même réconfort qu'il lui a apporté? La bouche de ma mère s'est ouverte. Ce n'était pas une expression contrôlée. L'architecture de son calme s'est visiblement fissurée, comme un mur se fissure lorsque les fondations bougent. Je ne. Est-ce une blague? Y a-t-il un vrai document? Ce n'est pas. Et finalement, Sterling dit, et il me regarda directement, non pas le groupe, mais moi spécifiquement avec le genre de contact visuel qui est en soi une forme d'information. À mon neveu, Smith, l'architecte de sa propre vie. Je laisse l'intégralité de mon patrimoine, le cabinet, les propriétés, les portefeuilles d'investissement et tous les actifs résiduels. Au total, il marqua une légère pause, juste suffisante. Tout. 3 secondes de silence.
Puis la pièce a explosé. La main de mon père a frappé la table avec un bruit de coup de pistolet de départ. C'est illégal. Il était sénile. Elle a manipulé. Il a manipulé. Le garçon vivait avec lui. Il avait de l'influence sur. Il me montrait du doigt et sa voix faisait ce que les voix font lorsque l'histoire que quelqu'un s'est racontée s'effondre et qu'il essaie de la reconstruire en temps réel en parlant. Il a été contraint. Nous contesterons. Nous contestons absolument cela. Marcus avait posé son téléphone pour la première fois. Son visage affichait quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité authentique, ce qui était la chose la plus authentique que j'ai vue de lui en 15 ans. Derek était debout. C'est notre argent. Nous sommes la famille. Nous sommes la famille. Il me fit un geste des deux mains. Et je remarquai que le geste n'était pas achevé, qu'il s'arrêtait avant d'arriver à une destination cohérente parce que la phrase l'obligeait à définir ce que j'étais, et il n'avait pas de mots pour cela qui servit son propos. Assieds-toi, Derek, dis-je. La quiétude de ma voix, non pas douce, non pas suppliante, juste calme, la quiétude spécifique de quelqu'un qui n'a aucun investissement émotionnel dans le bruit qui l'entoure, sembla le surprendre plus que n'importe quel volume l'aurait fait. Il s'assit. Sterling leva une main. Il y a un autre document, dit-il. La pièce redevint silencieuse avec la qualité spécifique de silence qui existe lorsque des personnes désespérées entendent le mot au document et se permettent d'espérer que c'est la correction dont elles ont besoin. Sterling fouilla dans le dossier et en retira un morceau de papier. Non pas un nouveau document, mais un ancien. Le genre d'ancien qui avait une texture, qui avait absorbé le temps comme le papier absorbe ce qui l'entoure. Il le fit glisser sur la table en acajou vers mon père. Gérald le ramassa. Son visage fit quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant, et que je ne lui ai plus jamais vu faire depuis. La couleur disparut, non pas progressivement, mais complètement. Comme une lumière qui s'éteint plutôt que de s'estomper. « Qu'est-ce que c'est » chuchota ma mère. Un accord de prêt, dit Sterling. Daté du 24 décembre, il y a 15 ans. La dinde congelée, le chat de groupe, la cuisine sombre, le bonheur des fêtes, cette date, la date de leur départ. J'ai senti le sang dans mon corps devenir froid et immobile. Robert Miller a accepté d'accorder un prêt de $500 000, continua Sterling, sa voix poursuivant avec l'élan absolument indifférent et continu de l'eau, à Gérald et Carol Miller pour couvrir une combinaison de dettes de jeu, d'obligations commerciales non honorées et de dépenses de maintien de leur style de vie. Robert a accepté de fournir cette somme à une condition. Il marqua une pause et pointa une clause au bas de la page. Il tourna le document face à la pièce. La clause était surlignée. En échange de cette somme, Gérald et Carol Miller acceptent de renoncer à toute revendication parentale directe sur leur fils, Smith Miller. Ils acceptent de transférer la garde physique et légale à Robert Miller et de cesser toute provision financière et émotionnelle continue à l'enfant. Ils acceptent par écrit que l'enfant est le fardeau du prêteur, et non des emprunteurs, à compter de cette date. La pièce était complètement silencieuse. Non pas le silence d'une pièce où les gens se ressaisissent. Le silence d'une pièce où l'architecture vient d'être révélée et où tout le monde regarde l'élément structurel qu'il ne savait pas être là. J'ai regardé le document. J'ai regardé la date. J'ai regardé la signature anguleuse et précise de l'écriture de Robert et, à côté, les signatures bouclées et décontractées de mes parents. Des signatures que je reconnaissais des bulletins de permission, des formulaires scolaires, des quelques documents de mon enfance qui avaient exigé qu'ils reconnaissent formellement mon existence. Ils l'avaient signé, tous les deux, le 24 décembre, il y a 15 ans. Le même jour où ils ont embarqué pour les Bahamas. Le même jour où ils ont activé l'alarme et laissé la maison à un enfant de 13 ans dans l'obscurité. Ils ne m'avaient pas oublié dans un moment de privilège insouciant. Ils n'avaient pas été négligents de la manière désorganisée dont les personnes égocentriques sont négligentes. Ils avaient fait une transaction. Ils s'étaient assis en face de Robert, qui, je le comprenais maintenant, était allé vers eux, les avait approchés, leur avait offert une porte de sortie, et ils avaient signé un document légal me transférant. Comme un billet à ordre, comme une responsabilité, dont ils étaient heureux de se débarrasser de leur bilan. $500 000. C'était le chiffre auquel ils étaient arrivés. C'était le prix auquel le calcul de mon existence passait de coût à bénéfice sur leur grand livre. Un demi-million de dollars valait plus pour eux que ce que j'aurais pu être pour eux en tant que fils. Pas même proche.
Pas même après délibération. Ils avaient encaissé le chèque et pris des vacances. J'ai levé les yeux du document. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mes frères qui absorbaient cela. La façon dont les gens absorbent une information qui restructure leur compréhension de tout ce qu'ils croyaient vrai. Lentement, avec une résistance visible, avec l'expression de personnes dont les fondations sont en train d'être excavées sous leurs pieds en temps réel. Je m'attendais, je crois, à ressentir quelque chose d'énorme à ce moment-là. J'avais pensé, si jamais je m'étais permis de l'imaginer, que la révélation de la véritable raison de mon abandon produirait quelque chose d'opératique. Du chagrin, peut-être de la rage. Le genre d'événement émotionnel sismique que la situation semblait exiger. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. La clarté la plus profonde, la plus nette et la plus spécifique que j'ai jamais expérimentée. Parce que le document sur la table n'était pas une tragédie. C'était un reçu. C'était l'écriture comptable qui expliquait enfin chaque ligne qui l'avait précédée. Et en l'expliquant, il a éliminé la dernière question que je m'étais jamais posée sur moi-même par rapport à eux. La question que j'avais portée depuis mes 13 ans, debout dans l'obscurité, mon souffle formant des nuages, me demandant ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne valais pas la peine qu'on reste. Rien n'allait chez moi. Il n'y avait jamais eu rien de mal chez moi. Je n'avais pas été abandonné parce que j'étais indigne d'amour. J'avais été abandonné parce qu'ils avaient pris une décision financière et que j'étais du mauvais côté de l'équation. C'était la réponse. Après 15 ans, la voilà. Pas satisfaisante, pas cathartique, juste exacte. Enfin, heureusement, juste la vérité. Nous étions dans l'embarras, dit mon père. Sa voix avait complètement changé. L'autorité avait disparu. Ce qui restait était quelque chose qui ressemblait presque à un enfant essayant d'expliquer une fenêtre cassée. Il avait tout l'argent. C'était la seule façon. Nous avons fait ce que nous devions faire. Tu as eu une meilleure vie. Tu as vécu dans un... Stop, dis-je. Il s'arrêta. Vous m'avez vendu. Je dis, vous avez négocié un prix. Vous avez signé les papiers. Et vous avez encaissé le chèque. Et puis vous l'avez dépensé. Je regardais ma mère. 500 000 $. C'était le chiffre sur lequel vous vous êtes arrêté. C'était la transaction. Je pris mon verre d'eau. La transaction est terminée. C'est un piège. Gérald était de nouveau debout, s'adressant à Sterling. Maintenant, il a monté ça. Il a manœuvré tout ça. Nous avons des raisons de poursuivre en justice. Je me levai. La chaise fit un bruit de raclement net sur le sol. Il y a 15 ans, vous avez échangé un fils contre un instrument financier. Les termes de l'accord sont arrivés à leur terme. Le patrimoine a été alloué en conséquence. Je boutonnai ma veste. Vous êtes libre de poursuivre des recours légaux. Le cabinet de Sterling sera ravi de planifier ce processus pour vous. Je regardai Sterling qui me fit un hochement de tête unique et précis d'un homme qui a été parfaitement informé et n'a aucune inquiétude. Je regardai ma famille une dernière fois, les personnes qui m'avaient fait, vendu, et qui étaient revenues s'attendant aux intérêts composés. Votre crédit, dis-je, n'est pas valable ici. Je sortis de la salle de conférence. Je ne regardai pas en arrière. Le parking du cabinet d'avocat était lumineux. Non pas le genre de luminosité qui vous éblouit. Le genre qui est juste, constant et clair. La lumière du début d'après-midi d'une journée qui se déroule selon le calendrier, sans aucune conscience de ce qui vient de se passer dans la salle de conférence au 4e étage derrière moi. Je me tins un instant à côté de ma voiture. Je remarquai la température. Je remarquai les bruits de la rue. Je remarquai que je ne tremblais pas. Je m'étais peut-être attendu à trembler, à ce qu'une preuve physique de l'ampleur de la dernière heure se manifeste dans mon corps. Mes mains étaient complètement stables. Je suis monté dans la voiture. J'ai roulé. J'ai roulé hors de la ville et à travers les banlieues et sur la route côtière, celle qui monte et serpente et vous donne, à mesure que vous montez, des vues de plus en plus vastes de l'eau, du ciel et de la limite des choses. La route que j'avais empruntée des dizaines de fois en 15 ans. D'abord sur le siège passager de Robert, puis dans ma propre voiture, et qui avait toujours le même effet sur moi. Un dénouement physique graduel, un relâchement de quelque chose dans la poitrine que la ville maintient tendue.
Quand j'ai atteint la maison à flanc de falaise et que j'ai franchi la barrière, j'ai trouvé une scène que j'avais partiellement anticipée. Une voiture était garée sur le bas-côté de la route juste devant la barrière. La berline de mes parents, non pas les limousines de location des funérailles, leur véritable véhicule, ce qui signifiait qu'ils étaient allés directement du cabinet d'avocat à la maison. Le garde de sécurité que j'avais posté à la barrière se tenait à côté de la voiture, et mon père était sorti de la voiture, se disputant avec lui, une main sur le toit, le langage corporel d'un homme qui croit que son indignation devrait servir de légitimité. J'ai arrêté ma voiture dans l'allée. Je suis sorti. Mon père m'a vu. Il s'est retourné. Son visage était rouge d'une émotion qui avait probablement commencé par de la colère et qui, après tout ce qu'il s'était dit dans la voiture en chemin, était devenu quelque chose qui ressemblait davantage à du désespoir. Smith. Il fit plusieurs pas vers moi. Écoute, il faut qu'on parle. Quoi que ce soit qui était là-dedans, quoi que Robert ait monté, regarde, ce document, il y a des questions légales quant à savoir si. Quitte ma propriété, dis-je. Non pas bruyamment, non pas avec colère, mais d'une voix spécifique que j'avais apprise de 15 ans à observer quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix parce qu'il avait déjà contrôlé la structure avant même que la conversation ne commence. Ce n'est pas fini. La voix de mon père montait, comme les voix montent lorsque la personne qui parle perd le contrôle et le sait. Nous allons vous poursuivre. Nous avons des droits. Nous sommes vos parents. Nous vous traînerons devant tous les tribunaux. Vous avez déjà tout pris, dis-je. Et puis vous l'avez dépensé. J'ai regardé le garde de sécurité qui observait avec l'attention professionnelle neutre de quelqu'un qui fait son travail. Veuillez les raccompagner. Je me suis retourné et suis entré dans la maison. J'ai fermé la lourde porte d'entrée derrière moi. Le verrou a fait un bruit en s'enclenchant. Net, précis, décisif. Le métal qui glisse à sa place, le plus mécanique des sons, et peut-être le plus parfait que j'ai jamais entendu. Je me suis tenu dans le hall d'entrée de la maison à flanc de falaise un instant, seul dans son silence et j'ai écouté le son lointain d'un moteur de voiture qui démarrait et s'éloignait sur la route côtière. J'ai écouté l'océan faire ce qu'il fait toujours. J'ai écouté la maison s'installer dans le calme comme le font les structures de béton et de verre. Non pas le grincement de plainte du bois, mais une résonance basse et stable. Le son de l'intégrité structurelle qui se maintient. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché mes contacts. Carol Miller, supprimé. Gérald Miller, supprimé. Derek Miller, supprimé. Marcus Miller, supprimé. Un par un, sans cérémonie, sans rage, avec la même précision plate et méthodique que j'utilise pour dépouiller un plan architectural d'éléments non fonctionnels. On identifie ce qui est structurel. On supprime ce qui ne l'est pas. On travaille à partir de la vérité des éléments porteurs. Tout élément décoratif qui ne sert pas l'intégrité de l'ensemble est retiré. Je referme l'ordinateur portable. La table de salle à manger, l'énorme table en acajou où Robert avait étalé des plans, des documents contractuels et des supports de négociation au cours de 15 ans d'éducation, était vide. La dernière lumière de l'après-midi traversait les panneaux de verre orientés à l'ouest, longue et dorée, la qualité spécifique de la lumière de fin de journée que l'on obtient sur les côtes et que l'on ne peut jamais tout à fait reproduire à basse altitude. Elle éclairait la table sans la réchauffer. Je me suis assis dans la chaise de Robert, ma chaise, et je suis resté là jusqu'à ce que la lumière change et que l'océan vire au gris vert et que les lumières extérieures automatisées s'allument avec la certitude tranquille d'un système qui ne nécessite aucune supervision. Et dans le silence de cette pièce, qui n'était pas le silence vide et effrayant d'une cuisine froide et sombre avec une dinde congelée et un micro-ondes mort, mais le silence structurel délibéré d'une forteresse qui a été gagnée. Dans ce silence, j'ai enfin compris tout ce qui avait été construit. Pas seulement le patrimoine, pas seulement le cabinet, pas seulement les propriétés et les portefeuilles et les actifs résiduels d'un homme qui avait transformé un enfant abîmé en un atout par le simple fait de le traiter comme tel. J'ai compris ce que j'avais construit. Pas Robert, moi. Chaque livre que j'avais lu dans la pièce grise. Chaque plan que j'avais étudié. Chaque contrat que j'avais analysé jusqu'à comprendre non seulement ce qu'il disait, mais ce qu'il était conçu pour provoquer. Chaque négociation à laquelle j'avais assisté dans un coin avec un bloc-notes juridique. Apprendre l'écart entre ce que les gens disaient vouloir et ce dont ils avaient réellement besoin. Chaque bâtiment que j'avais conçu qui n'était pas seulement une structure mais un système de décision, un environnement contrôlé,
une expérience façonnée. J'avais construit cela pendant 15 ans. J'avais construit cela depuis qu'un garçon de 13 ans se tenait dans une cuisine sombre et froide et décidait, sans comprendre qu'il décidait, que la survie ne suffisait pas. Que le seul résultat acceptable était de devenir quelque chose d'aussi structurellement solide que rien ne pourrait en compromettre l'intégrité. Ils avaient essayé de me bâtir en un déficit, en une charge qu'ils pouvaient décharger en arrière-plan de l'histoire de quelqu'un d'autre. La figure discrète et oubliée qui existait pour que les personnages principaux se sentent plus centraux par contraste. Ce qu'ils avaient réellement bâti en partant, en vendant, en effaçant, c'était l'architecte. Je n'étais pas le garçon abandonné. Je n'étais pas la cuisine glacée. Je n'étais pas le reçu dans le dossier de l'avocat. J'étais le bâtiment et j'étais debout. Dans les mois qui ont suivi la lecture, plusieurs choses se sont produites dans une séquence spécifique qu'il me semble utile de documenter car elle illustre quelque chose d'important. Quelque chose sur l'architecture de la motivation humaine et la profonde tendance quasi universelle des êtres humains à confondre la performance avec la substance. Mes parents ont bien sûr engagé un avocat. L'avocat a envoyé une lettre dans les 10 jours suivant la lecture, citant une influence indue, un déclin cognitif, et c'est celle-là qui m'a vraiment impressionné par son audace ou une manipulation émotionnelle d'un aîné vulnérable. L'aîné en question était Robert Miller, qui avait pratiqué le droit comme hobby secondaire pendant 30 ans et qui avait, comme je l'ai appris par la suite, passé les 18 derniers mois de sa vie à travailler avec Sterling pour construire une structure documentaire d'une intégrité juridique absolument impénétrable. Le testament avait été témoigné 3 fois sur 3 mois distincts. Robert avait fourni une déclaration d'intention enregistrée, livrée directement à la caméra devant 2 témoins indépendants et son propre médecin. Il avait anticipé chaque vecteur de contestation avec la précision systématique de quelqu'un qui savait exactement qui allait venir et exactement ce qu'ils allaient tenter. Le recours légal a été abandonné dans les 60 jours. On m'a dit que l'avocat adverse, après avoir examiné le dossier complet, avait conseillé à mes parents que l'affaire avait une probabilité de succès de 0% et que la poursuivre ne générerait que des coûts. Mon père m'a appelé une fois après l'abandon du recours. J'ai répondu, ce qui nous a surpris tous les deux, je crois. Il a dit, Smith, je sais que tu es en colère. J'ai dit, je ne le suis pas. Il a dit, alors aide-moi à comprendre pourquoi tu fais ça. J'ai dit, je ne fais rien, papa. Tu as fait quelque chose il y a 15 ans, et les conséquences sont arrivées. Ce n'est pas moi. C'est de la physique. Il a dit, nous sommes ta famille. Et j'ai dit, la chose vers laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte sans jamais vraiment savoir que c'était la destination. Non, vous étiez mes parents. Ce sont des choses différentes. Une famille est quelque chose que l'on construit. Vous ne l'avez pas construite. Robert l'a construite. Je l'ai construite. Vous avez encaissé avant que les fondations ne soient coulées. Il est resté silencieux longtemps. Je suis désolé, dit-il. Et je pense qu'il le pensait. D'une manière limitée, comme une personne peut penser quelque chose qu'elle n'atteint qu'après avoir épuisé toutes les alternatives. Mais l'excuse était pour le résultat, pas pour la décision. Il était désolé que cela lui ait coûté quelque chose. Il n'était pas désolé de la transaction elle-même. Je sais, dis-je. Et j'ai raccroché. Ce fut la dernière fois que je lui ai parlé. J'ai beaucoup réfléchi au cours des années qui ont suivi à ce que je devais ressentir à propos de tout cela, à quoi l'arc émotionnel culturellement prescrit d'une histoire comme la mienne était censé ressembler. Le récit de l'orphelin, car dans tous les sens fonctionnels, c'est ce que c'est, même avec des parents biologiques vivants, est censé se résoudre soit par une défaite tragique, soit par une réconciliation triomphale. Soit l'enfant abandonné et brisé au-delà de toute réparation et son histoire est un conte moral sur la négligence, soit la famille brisée finit par se réparer grâce à l'alchimie de l'amour découvert tardivement et du pardon généreusement offert. Je n'ai aucune de ces histoires à vous raconter. Ce que j'ai, c'est la troisième option, celle dont on ne parle pas aussi souvent parce qu'elle est moins dramatique et plus architecturale. L'option où la personne abandonnée ne s'effondre pas et ne se réconcilie pas. Elle construit une structure alternative qui est plus porteuse que l'original ne l'a jamais été. Elle conçoit ses propres fondations, coule son propre béton, et dirige quelque chose qui ne nécessite ni l'approbation ni la participation des personnes qui ont refusé de la fournir à l'origine. J'ai bâti un cabinet qui, à l'âge de 31 ans, employait 63 personnes et avait réalisé des commandes majeures sur 4 continents. J'ai bâti un partenariat avec 2 architectes, l'un de Tokyo, l'autre de Sao Paulo,
qui a produit un travail que je considère parmi les meilleurs de la génération actuelle en conception structurelle. J'ai bâti des amitiés lentement et délibérément avec des gens qui comprenaient la différence entre la performance et la présence. J'ai bâti finalement une relation avec quelqu'un qui n'avait aucun intérêt pour l'histoire de mes origines, sauf comme un moyen de comprendre qui j'étais et qui trouvait que les parties les plus intéressantes de moi étaient celles que Robert m'avait aidé à développer plutôt que celles qui venaient de la blessure. J'ai bâti une maison, non pas dans la forteresse à flanc de falaise que je garde et utilise mais qui fonctionne plus comme un bureau et un lieu de retraite qu'une résidence. Une maison à moi, conçue par mon propre cabinet, construite selon des spécifications que je comprends complètement. Chaque élément porteur, chaque ligne de vue, chaque choix de matériaux, de lumière et de proportion. Un bâtiment qui est structurellement honnête, ce qui signifie que ce que vous voyez de l'extérieur est une représentation exacte de ce qui se passe à l'intérieur. Pas de revêtement sur des poutres pourries. Pas de façade décorative masquant une fondation insound. Juste une structure claire et propre et capable de supporter toute charge qui arrive. Et il y a une pièce dans cette maison. Une pièce qui est la mienne comme la pièce grise dans la maison de Robert était la mienne, où je travaille. Où la lumière est exactement juste et les proportions sont exactement correctes et chaque élément de l'environnement est quelque chose que j'ai choisi, quelque chose que je comprends. Quelque chose qui sert la fonction pour laquelle je l'ai construite. Une pièce où je suis l'autorité, où je suis intouchable. J'ai raconté cette histoire à très peu de gens en entier. Non pas parce que j'en ai honte. Je n'ai honte de rien, sauf des années que j'ai passées à me demander si l'échec était le mien, mais parce que l'architecture complète de celle-ci est compliquée et que les gens ont tendance à vouloir extraire un message simple de structure compliquée. Et les messages simples disponibles dans une histoire comme la mienne sont presque tous faux. La famille, c'est ceux qui sont là pour vous. Vrai, mais incomplet. La version plus précise est, la famille est la structure que vous construisez avec les gens qui vous voient clairement et traitent ce qu'ils voient avec respect. Ce n'est pas donné à la naissance. C'est conçu au fil du temps avec la même délibération que vous apporteriez à toute structure que vous destinez à durer. Le pardon vous libère. Peut-être. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas pardonné à mes parents au sens conventionnel du terme. Je n'ai pas décidé que ce qu'ils avaient fait était acceptable ou que la relation qui l'a détruite pouvait être reconstruite à partir des décombres. Mais j'ai atteint quelque chose qui fonctionne mieux que le pardon dans ma vie quotidienne réelle, qui est la compréhension. Je comprends exactement ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait et ce que cela dit d'eux par rapport à ce que cela dit de moi. Cette compréhension ne m'oblige pas à ressentir de la chaleur envers eux ou à maintenir le contact avec eux. Elle ne me demande rien d'autre que la précision. Le succès est la meilleure vengeance. Non, la vengeance exige un investissement continu dans les personnes sur lesquelles vous vous vengez. Ils doivent regarder pour que ce soit une vengeance. Ils doivent s'en soucier. Ma famille, à ma dernière connaissance, ne regardait pas. Ils étaient occupés par le projet continu de leur propre vie, qui continuait de produire les mêmes résultats avec les mêmes défauts structurels pour les mêmes raisons structurelles. Mon succès n'a rien à voir avec eux. Il n'est pas dirigé contre eux. Il est dirigé vers la chose que je construis, qui n'est pas une réponse à eux, mais un projet entièrement indépendant de leur participation ou de leur observation. Voici la leçon que je peux réellement soutenir. Celle qui est vraie dans mon cas spécifique et que je crois avoir une validité structurelle générale. Les gens qui vous ont ignoré vous enseignaient, non pas intentionnellement. Ils n'étaient pas assez généreux pour l'intention, mais fonctionnellement. Chaque fois qu'ils traversaient une pièce sans tenir compte de votre présence, ils entraînaient votre capacité d'observation. Chaque fois qu'ils jouaient une version d'eux-mêmes qui était incompatible avec ce que vous pouviez voir se passer réellement, ils entraînaient votre capacité à lire l'écart entre l'histoire et la structure. Chaque fois qu'ils vous faisaient vous sentir comme un meuble plutôt qu'une personne, ils vous enseignaient ce que cela signifie d'être vraiment invisiblement présent dans une pièce. Une présence invisible, dans le bon contexte, est l'une des positions les plus puissantes disponibles. Robert m'a donné un vocabulaire pour cela. Il m'a donné l'architecture professionnelle et intellectuelle pour convertir une adaptation douloureuse en une compétence professionnelle. Mais la matière première, les années d'observation, les années de calcul, les années à me rendre suffisamment petit pour voir tout ce qui était déjà là. Cela avait été construit de manière douloureuse et involontaire par les personnes mêmes qui pensaient me diminuer. Ils ne me diminuaient pas. Ils fabriquaient les conditions précises requises pour produire ce que je suis devenu. Je ne leur en suis pas reconnaissant. La gratitude implique qu'ils m'aient rendu service,
et ils faisaient le contraire d'un service. Ils coupaient les coins sur un élément structurel qu'ils avaient une obligation fondamentale de maintenir et le bâtiment a survécu, non pas à cause de leur négligence, mais malgré elle. Mais j'en suis clair et la clarté, d'après mon expérience, vaut plus que la gratitude. La dinde congelée est toujours dans ma mémoire. La cuisine sombre, la notification de chat de groupe, la légende bonheur des fêtes sous une photo de personnes qui venaient de vendre leur fils et levaient des coupes de champagne au-dessus de cela à 10 000 mètres d'altitude. Je n'ai pas effacé ce souvenir. Je n'ai pas essayé. C'est une donnée structurelle. C'est le compte rendu de ce à quoi ressemblait la fondation originale avant que la reconstruction ne commence. Je la garde comme un architecte garde l'évaluation du site avant la démolition. Non pas comme une blessure, comme un document, comme la photo d'avant qui donne à la photo d'après tout son sens. J'ai 31 ans. Au moment où je vous raconte cela, le cabinet réalise un travail dont je suis fier, de cette manière spécifique, non performative, dont on ne peut être fier que de quelque chose qui vous a réellement demandé de faire de votre mieux plutôt que de simplement en donner l'apparence. Nous avons actuellement une commande en développement dans 3 pays différents. J'ai une équipe de personnes dont beaucoup sont les plus intelligentes et les plus observatrices avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Des personnes qui ont été attirées par le cabinet non pas pour son prestige mais pour sa méthode, qui est de toujours regarder la structure en premier et de ne jamais laisser les préoccupations décoratives dicter les décisions d'ingénierie. La maison à flanc de falaise est entretenue. J'y vais pour travailler et réfléchir et occasionnellement pour me tenir dans la pièce qui était celle de Robert et regarder l'océan faire ce que l'océan fait. La table en acajou est toujours là. J'y étale parfois du travail comme il étalait des plans. Et je m'assieds sur la chaise à son bout et j'ai l'expérience silencieuse spécifique de savoir que la personne qui vous a appris à faire ce que vous faites était assise sur cette même chaise, pensant à ce qu'elle construisait dans une pièce qu'elle a également construite à partir de zéro. Mes parents, selon les dernières informations que j'ai reçues par des canaux périphériques, se débrouillent. La dette que Robert leur a pardonnée a été un véritable soulagement matériel pour leur situation et le style de vie qu'ils maintiennent est plus modeste que celui auquel ils aspiraient, mais fonctionnel. Mes frères ont leur propre vie, leur propre famille, leurs propres décisions à prendre sur ce que le passé signifie pour eux et quel poids lui donner. Aucun de nous n'est en contact. Ce n'est pas de l'acrimonie. C'est simplement la conclusion naturelle du fait que nous n'avons pas de relation les uns avec les autres. Nous partageons la biologie, pas l'histoire. Et la biologie sans histoire ne fait pas une famille. Ce que j'ai à la place, c'est une fondation que personne ne peut contester. Une structure bâtie sur la vérité plutôt que sur la performance. La capacité d'entrer dans n'importe quelle pièce et de la lire. Non pas parce que quelqu'un me l'a appris comme une astuce, mais parce que j'ai passé des années à être l'invisible, ce qui est la meilleure formation possible pour voir clairement ce que tous les autres dans la pièce s'efforcent si fort d'obscurcir. Et la connaissance absolue et inébranlable que les gens qui vous dévalorisent, qui vous font vous sentir comme un meuble, qui vous regardent droit dans les yeux et n'enregistrent rien, ces gens-là ne voient pas la pièce. Il manque l'élément le plus important qui s'y trouve. Et cette négligence, avec le temps, a tendance à coûter très cher. Robert m'a dit quelque chose une fois, très près de la fin. Lors d'une de ces soirées qui frôlaient le personnel avant que l'un de nous ne la redirigeait, il a dit, la plus grande réalisation structurelle n'est pas le plus haut bâtiment. C'est le bâtiment qui survit à ce pourquoi il n'a pas été conçu. Le bâtiment qui supporte une charge inattendue et tient bon. J'ai supporté une charge inattendue à 13 ans. Je ne savais pas comment la gérer. Je n'avais pas le vocabulaire pour cela. Je me suis tenu dans l'obscurité, mon souffle formant des nuages, et j'ai fait la seule chose que je savais faire, qui était de calculer. Je calcule toujours. Le bâtiment est toujours debout et il le restera longtemps. Si vous avez parcouru toute cette histoire, et je dis bien toute, car la partie la plus importante n'est pas la lecture du testament ou la table de l'avocat ou l'un des moments dramatiques que la plupart des gens couperaient pour un montage de faits marquants. La partie qui compte est ce qui s'est passé dans la pièce grise. Le bureau, l'inspection des soudures, le seul hochement de tête. Le moment où un enfant de 13 ans qui avait été entraîné à se rendre invisible s'est vu dire que son invisibilité n'était pas un défaut. C'était une arme. C'est cette partie que je veux que vous reteniez. Car voici ce que j'ai appris en observant les gens évoluer dans ce monde. La plupart d'entre nous portent une version de la dinde congelée. Un événement, une personne, un moment de rejet ou de renvoi ou d'abandon pur et simple que nous avons conservé comme preuve de notre propre insuffisance plutôt que comme preuve de l'échec de vision de quelqu'un d'autre.
Nous avons pris la donnée d'être sous-estimée et l'avons classée sous ce qui ne va pas chez moi au lieu de la classer là où elle appartient, sous ce qu'ils ont manqué. Ce qu'ils ont manqué est ce à partir de quoi vous devez construire. L'ombre est un don. Le silence est de l'information. La structure vous appartient à concevoir. Rendez-vous à la prochaine. Wait, this is punk. What is the hand sign for goth? Goth bun. Yeah. So, I'll put the options in the Discord for subs to vote. Please get your vote in if you're a sub. Praying is goth. It's unpraying. Yeah, goth. I don't know. Surgeon bun? No, that's not cosplay. I'll just do it for you guys. Yeah. I'll just do it one day. Yeah, don't worry about that. It'll come eventually. Shit cold. But yeah, those are the options. Bun and scrubs. That's boring, man. I'll wear that every day, bro. There's nothing too special. Nothing too special about that. Ready? I was already thinking my head goth would work. I don't know. We'll see what chat decides. I may not have had classes, but I need to do organizing. Okay. I'm gonna do some study today, like couple hours, because I do have an exam on Monday, and then we will play some games or whatever. And then I do have a surprise coming up at the very end of stream as well. We'll have a special guest too, so it'll be super exciting. Not similar to the drowsy guest stream that we had last week. I'll have one of my other friends join us, and we'll do something fun. Yeah. Anyway, PolishGen22, how are you? I'm very well, thank you. Hello, Simply Ninja, welcome in. Welcome in. Silent, shut up. Doozy first. I meant like Doozy came in chat first. Like Landy said hi like 10 minutes later. So it's like in chronological order, you know? Like I don't have favoritism or anything. You know? Tomodachi? Those games, I just get bored playing those games, not gonna lie. Fun name, Drowsy's name is a palindrome. I think he's explained that to me. He was like, I didn't know what name to pick, so I went into the palindrome random generator and then I got the drowsy sword. But it's not very palindromic if there's an underscore, is there? You are kind of like a Tomodachi. Or if you want to see me as a Tomodachi, go check out Drowsy's channel where I actually am a Tomodachi. It's not Doozy, it's Drowsy. Yeah, I can't just be cutesy, huh? I can't just have pet names, huh? I gotta say the full government name, Drowsy Sword underscore la. Huh? Huh? Okay, she put the ABG playlist joke again. It's not a joke. It's literally playing from my ABG playlist. Wait, let me share it to you guys. If you want it, this is the playlist I'm currently using. That's the ABG playlist. I like your makeup on. Thank you, Jazzy. This is just what I wore today to school. Wahahahaha. I'm glad you're having fun. She calls me baby. I feel like Asian girls say baby like so weird. Like there was this pair on My Kitchen Rules, which is like Australia's version of MasterChef, except you go around to like people's houses and eat their food. Anyway, and there was a pair, and one of the girls, she kept on saying like babe. Like, oh my god, babe, like no, stop. And like after that, like every time I hear the word babe, I just think of her. I'm like, babe. Can you do a barrel roll today? No, I put the bed in the corner, so doing a barrel roll is not very safe anymore. Hello, Kanchong, welcome in. Nice. Everyone is talking cortisol, lol. What even is this? Oh, that's a good question, Aurora. So basically, cortisol is a hormone that your body excretes, released by the adrenal cortex with the cortisol. Is it adrenal cortex or adrenal medulla?
adrenal cortex. Medulla does adrenaline. Anyway, but one of the layers of the adrenal cortex does cortisol. Oh, welcome in, Ramen Little Bro. Welcome. So, early in the morning is when you have the most cortisol because it's like a steroid, right? So your body makes this steroid, it pumps you full of steroids to like wake you up and get you excited for the day, and you're like, yay, yippee, time to do stuff. And when you're at nighttime, like your body runs out of cortisol and you're like, I'm so meepy, me. That's because you have low cortisol. So technically, low cortisol stream. Hello, welcome in Pakistan 101.